Merci d'avoir choisi notre Lucarne Gabon 24 pour cette grande édition d'information dont voici les principaux titres. Au Gabon, coup d'envoi ce samedi sur le long du littoral à Libreville de la 4e édition du Marathon du Gabon en présence de Sylvia Bongo Ondimba, première dame, marraine de la course gabonaise. Nous irons également dans cette grande édition à Madagascar où s'est ouvert le 16e sommet de la francophonie. Le président Ali Bongo y est déjà sur place. Les développements dans ce journal. Et enfin Cuba, mort du père de la révolution cubaine, Fidel Castro, ce vendredi soir à l'âge de 90 ans. Voilà pour la vitrine de cette grande édition d'information. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. La classe politique gabonaise s'agrandit avec la naissance du Front populaire gabonais, parti de l'opposition dont son président Isaac Abba Obiang a fait la présentation au cours d'un point de presse ce samedi à Libreville. Était présente Lariska Lormamiki. La jeunesse doit désormais prendre une part active à la vie politique au Gabon pour marquer sa génération. C'est pourquoi Isaac Abaga Obiang a fondé son parti politique, le Front populaire gabonais. Je voudrais dire que personne dans ce monde n'a jamais fait l'unanimité. C'est un risque que je prends de créer mon parti politique et de parler au nom de tous ces jeunes que vous avez vus dans cette salle aujourd'hui et qui soutiennent inlassablement mon combat politique. Pour le président du FPG, la classe politique gabonaise est vieillissante. Aux jeunes de prendre la relève. Nous avons la plupart de nos leaders qui ont pratiquement 75 ans. Moi, monsieur Abaga, dans quelques années seulement, j'aurai 40 ans. Donc il faut en effet renouveler la classe politique pour donner la chance aux jeunes. Parce que lorsqu'ils avaient mon âge, voire moins, ils étaient pour la plupart d'entre eux ministres, ils étaient à la tête de nos grandes institutions. Pourquoi pas un jeune comme moi? Pourquoi c'était possible à leur époque et pourquoi pas maintenant? Au moment où la mise en place d'un cadre de discussion autour d'un dialogue national est en train de prendre forme, le Front populaire gabonais estime que l'heure est encore aux actions concrètes sur le terrain. Au moment venu, le FPG se prononcera sur la question. Un des objectifs des 100 premiers jours du gouvernement gabonais, la révalorisation des pensions retraite. Quand sera-t-il désormais des indemnités? Un plan d'action a-t-il été mis en place? Le ministre de la fonction publique, Jean-Marie Ogandaga, répond à nos interrogations. Il est au micro de Bienvenue Nelkem sur des images d'Alexandre Nkoge. La décision de revaloriser les pensions des agents de l'État rentre dans le programme Plan stratégique Gabon émergent du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Le 25 juillet de l'année écoulée, un nouveau système de rémunération a vu le jour au Gabon. Et qu'en est-il désormais des indemnités des retraités? La question que vous posez trouve une réponse justement sur ces mécanismes qui a été mis en place depuis le mois de juillet et qui a permis de changer l'assiette des cotisations à la hausse évidemment, et c'est ces cotisations qui permettent aujourd'hui d'entrevoir le paiement de nouveaux systèmes de pension qui, au demeurant, a déjà vu le jour. Le ministre de la fonction publique s'est aussi exprimé sur le paiement de ces pensions. Ces décrets existent déjà et vous voyez bien que pour toute chose, il faut commencer par la base juridique. Une fois que le juridique est déjà mis en place, le reste n'est que la mise en application de ces textes. Jean-Marie Ogandaga a également précisé que seule la pension principale des retraités est revalorisée, car les accessoires, eux, restent personnels. Allons à présent dans le secteur des transports terrestres où les transporteurs terrestres justement du Gabon étaient en assemblée générale ce samedi dans le 2e arrondissement de la capitale en présence du ministre gabonais des Transports Flavien Mfumondo. Plusieurs points ont été débattus lors de cette rencontre liée au secteur routier et au transport terrestre. Or, Ludmila Ntuntum rapporte sur des images de Jospin Mbombadianga. Le syndicat libre des transporteurs du Gabon, SILTEG, a tenu ce samedi à la Sorbonne, dans le 2e arrondissement de Libreville, une assemblée générale qui a vu la présence du ministre en charge des Transports, Mme Flavienne Fumondo, qui s'est rendue sur place pour écouter à nouveau les syndicalistes et discuter de leurs préoccupations. Quand je les avais reçus à mon bureau, je leur avais demandé de me saisir officiellement parce que même si j'ai des propositions de solutions, c'est un problème qui est transversal parce que plusieurs départements sont impliqués. Il va falloir que je transmette leur message
au gouvernement. Pour le président du SILTEC, éliminer toutes les pratiques spéculatives et les aléas de l'informel dans les transports terrestres au Gabon est possible. Des propositions de solutions sont d'ailleurs en cours d'élaboration. Nous avons convoqué une assemblée générale pour concertation à laquelle nous avons invité Madame le ministre qui a bien voulu assister à cette assemblée générale pour qu'il y ait un dialogue direct entre Madame le ministre et l'ensemble des transporteurs. Donc elle nous a rassurés sur déjà la justesse des arguments que nous lui avons présentés et puis sur la volonté du gouvernement à traiter cette question. Sur la question de la professionnalisation du secteur des transports, Madame le ministre a dit qu'elle y était déjà puisque des solutions sont en train d'être mises en place. D'ailleurs, concernant la question des tracasseries policières, il y a une grosse proposition que Madame le ministre a faite, c'est la question de l'établissement d'une carte de transporteur qui serait donnée à tout transporteur étant en règle. De plus en plus dans la capitale gabonaise notamment, les transporteurs urbains se disent victimes d'abus et attendent des solutions définitives à l'état des routes, les raquettes et les contrôles intempestifs et à la suspension des voyages de nuit. Dans ce parcours Tout Info, il est également question de cette journée mémorable au Cap Exterias, au nord de Libreville. C'est dans la commune d'Akanda, ce samedi où la communauté Benga a organisé une série de manifestations pour vanter son histoire. D'ailleurs, des simulations retraçant ses origines ont été organisées. Kevin Osvaldo Kaga et Nina Masunga nous font revivre justement les temps forts de cette manifestation. La communauté Benga du Gabon veut conserver ce qu'elle a de plus cher, notamment son histoire, ses origines, cela pour accompagner les générations futures. En tenue traditionnelle, les membres de la communauté à travers des simulations ont retracé tout le parcours migratoire des Benga, un parcours jalonné d'obstacles qui malgré tout s'est soldé par une victoire, l'acquisition des terres. Vous avez vu, tout le monde s'est déporté vers un site où nous avons commencé la migration Benga. En partant de la Haute-Égypte, en passant par le Tanganyika et en parcourant la forêt, monts et vaux, et en luttant aussi contre des adversaires. 34 ans après, les présentes manifestations déroulées ce jour au Cap Exterias, au nord de Libreville, visaient essentiellement à faire revivre la particularité de ce peuple venu de très loin. Ils sont nombreux à avoir effectué le déplacement du Cap pour communier et se remémorer l'histoire du peuplement du Gabon. Je trouve ça vraiment magnifique et quelque chose de formidable parce que ça nous ramène un peu dans nos origines. Nos origines, je suis Mpongwe, mais j'ai une relation avec les Benga de par ma grand-mère maternelle. En présence des membres de l'Agence nationale des parcs nationaux, l'inauguration vendredi du nouveau siège de la chefferie de la communauté Benga a précédé cette manifestation commémorative. Les Benga, entrés au Gabon par la vallée des Livindo avec leurs frères Kota, se retrouvent en Guinée équatoriale et au Cameroun. Quittons à présent le Gabon, mais restons sur le continent, précisément en Gambie, où le président gambien Yahya Jammeh a affirmé être le meilleur candidat pour endiguer le flux d'émigration clandestine vers l'Europe au cours d'un meeting pour l'élection du 1er décembre dans la nuit de jeudi à vendredi. Les sympathisants de l'opposition gambienne ont manifesté vendredi près de Banjul à l'approche de l'élection présidentielle dans ce pays. Jamila Mbengban. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, a appelé les électeurs à lui accorder un 5e mandat, mais aussi à rester dans le pays lors de ce rassemblement de milliers de personnes à Brikama, à 30 km au sud de la capitale Banjul. Il est là depuis 22 ans. Cela suffit, cela suffit. Nous voulons limiter à 2 mandats. Que cela fonctionne ou non, même si cela marche très bien, nous voulons 2 mandats maximum. Il est temps de changer. Merci. Le président gambien avait en mai 2015 imputé aux familles de migrants qui envoient leurs enfants tenter la dangereuse traversée de la Méditerranée pour atteindre l'Europe la responsabilité de la mort de nombre d'entre eux dans des nuages, assurant que des perspectives d'emploi comparables existaient dans le pays. Cet homme continue de tuer dans notre pays. Nous en avons assez. Tous nos hommes ont émigré. Les gens meurent ici. Il nous faut des changements, des changements.
Nous en avons assez de cet homme. Selon un rapport de l'ONU sur le développement humain publié en 2013, 60% de la population vit dans une pauvreté multiforme, dont le tiers avec moins de 1,25 $ par jour. Plus de 4600 personnes sont mortes cette année en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe, a annoncé l'OIM le 22 novembre. Parlons à présent du 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient justement à Antananarive, la capitale malgache. Je vous invite de regarder ces précisions dans ce reportage. Dans son discours d'ouverture, le président de Madagascar a notamment appelé la francophonie à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. Les vagues migratoires en provenance d'Afrique auxquelles nous assistons actuellement exigent des réponses politiques inclusives, a-t-il ajouté. Le président français François Hollande ainsi que ses homologues tchadiens Idriss Déby et le premier ministre canadien Justin Trudeau devaient également prononcer. Après la passation de pouvoir entre le Sénégal et Madagascar, les délégations devaient se réunir pour des travaux en plénière jusqu'à dimanche. Le large thème de ce sommet, croissance partagée, développement responsable et conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone, devrait laisser la place aux sujets d'actualité, à commencer par la lutte contre le terrorisme. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 54 États membres, 23 observateurs et 3 membres dits associés. Selon l'OIF, près de 274 millions de personnes peuvent être définies comme francophones de façon certaine dans le monde. Madagascar, qui accueille ce sommet pour la première fois, avait été suspendu de l'OIF de 2009 à 2014 suite à un coup d'État de l'ex-président Andry Rajoelina qui avait conduit à une période d'instabilité politique. Une déclaration doit être signée dimanche pour clôturer ce sommet binal. Allons à présent avec ces pièces exceptionnelles comme première constitution du monde arabe vont être exposées à partir de dimanche à Tunis afin de permettre aux Tunisiens de se réapproprier une partie de leur histoire selon les organisateurs. Regardez. Près de 200 objets, toiles restaurées, costumes et mobilier vont être exposés dimanche au palais de Ksar Saïd, dans la banlieue de Tunis, l'une des anciennes demeures des Beys. Parmi eux, plusieurs pièces remarquables, certaines exceptionnelles, comme une tapisserie des Gobelins représentant Louis-Philippe ou un portrait de George Washington qui représente la richesse des échanges diplomatiques de la Tunisie de l'époque, selon Rida Moumni. On voulait faire une exposition sur l'histoire tunisienne et sur une période un peu charnière de l'histoire tunisienne qui a vu beaucoup d'avancées à tous les niveaux et qui ont vu un peu, c'est une période qui a vu aussi la construction de l'État moderne tunisien. Cette période dite des grandes réformes a notamment vu l'abolition de l'esclavage en 1846, l'abolition d'un pacte fondamental instaurant entre autres l'égalité de traitement en justice entre musulmans et non-musulmans en 1857 et d'une constitution en 1861. Pour nous, c'était démocratiser l'accès à ce patrimoine qui est aussi quelquefois très difficile d'accès pour permettre à tous les Tunisiens de se le réapproprier. Cette période s'achève par la signature du traité du Bardo en 1881 qui marque le début du protectorat français par une dynastie belligale criblée de dettes dont le pouvoir s'est peu à peu effondré, ouvrant la porte à la colonisation française. Et puis, la danse des serpents est une activité traditionnelle très ancienne et répandue dans tout le royaume du Maroc, à Marrakech. C'est principalement sur le grand marché de Djamalfana que l'on retrouve ces reptiles et leurs maîtres appelés charmeurs de serpents. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga étaient sur place. Ici, c'est la place Djamalfana, l'un des plus grands marchés de Marrakech au Maroc. Juste à l'entrée, la danse des serpents captive l'attention des touristes. Moi, les parties, les Sahara, je cherche les serpents pour les cobras, pour la vipère. La vipère, les vipères Sahara. La vipère, les cornes, c'est la bêtise, sans les couleuvres. Non, c'est rien craint. Sans les couleuvres, l'ampoule, ça pique pas. Sans cobra, c'est très méchant. Sans vipère, c'est très méchant. Les charmeurs de serpents prennent des risques car ces reptiles sont venimeux.
Comment font-ils alors pour dompter les bêtes? Non, les cobras, j'ai pas les... Pour les clients, les musiques, pour les spectacles, pour les gars, les clients. Les cobras, j'ai pas les... Non, c'est les venins, c'est très méchant, ça implique les morts. C'est un bipère, les cobras, c'est les venins. L'activité est certes périlleuse, mais très lucrative. Pour assister au spectacle, il faut débourser au moins 210 dirhams, environ 20 €, soit 13 000 francs CFA. Et ce par client. Coquette somme que l'équipe de reportage de Gabon 24 a dû verser pour avoir accès au secret de la célèbre danse des serpents. Et puisque nous sommes au royaume chérifien, nous allons encore y rester pour parler cette fois-ci de la consommation des fruits frais qui font partie du quotidien des Marocains dans la ville touristique de Marrakech. C'est sur des charrettes ambulantes que les commerçants se proposent de vous servir le fruit de votre choix en entier, en purée ou en jus. Lariska Lormamengi et Bertin Osaga pour le point. En entier, en purée ou en jus, les fruits frais sont présents dans tous les coins de rue de la ville de Marrakech, au Maroc. Au marché Jamal Fna, c'est sur les charrettes que sont exposés les fruits. Le client fait son choix et dans moins de 5 minutes, son jus frais est servi. Beaucoup de clients, beaucoup de touristes, beaucoup. Le marché du fruit est organisé chez les Marrakechis. Pour s'approvisionner, les commerçants savent trouver ce qu'ils veulent. Grand marché spécial. Comme tu veux, monsieur, comme tu veux. Les fruits comme tu veux, beaucoup de fruits. En plus d'avoir des valeurs nutritionnelles très riches, les jus de fruits 100% purs sont très prisés dans le royaume. Quant aux boissons gazeuses, c'est dans les restaurants ou les hôtels qu'elles peuvent être servies à la demande du client. En France, on parle de la fin du procès de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf, poursuivis pour coup mortel aggravé sur la disparition de leur fillette de 5 ans en mai 2013 à Clermont-Ferrand en France. 5 et 20 ans de prison pour le couple infernal. Les assises du Puy de Dôme ont condamné vendredi la mère de Fiona à 5 ans de prison et son ex-compagnon seul reconnu coupable des coups mortels à 20 ans de réclusion. Bienvenue Nelkem, le récit. Coup de théâtre dans l'affaire Fiona. Les assises du Puy de Dôme ont condamné vendredi la mère de la fillette, Cécile Bourgeon, à 5 ans de prison pour avoir monté le scénario de la disparition de sa fillette dans un parc de Clermont-Ferrand le 12 mai 2013. Son ex-compagnon, seul reconnu coupable des coups mortels, à 20 ans de réclusion criminelle. Les ex-concubins, jugés depuis 2 semaines, avaient fait croire à un enlèvement avant d'avouer la mort de la fillette de 5 ans, dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'action, ça a été de dire cette condamnation m'attribue la qualité de criminel. Je ne veux pas être un criminel pour mon fils. Voilà. Il avait expliqué que la prison, il était prêt à la supporter pour les délits dont il s'estimait responsable. Mais celle-ci, effectivement, donc lui attribue le qualifié de criminel et ça, il ne le supporte pas. Berkane Makhlouf a écopé de 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté des 2/3. Un triomphe pour l'avocat de Cécile Bourgeon. Elle est acquittée, c'est une immense satisfaction que je partage avec mon père. Le droit l'a emportée sur la rue. Elle s'est toutefois vue infliger un retrait total de l'autorité parentale pour ses 2 autres enfants. Ce verdict a été accueilli avec colère, avec une 50aine de personnes qui attendaient la sortie du fourgon pénitentiaire en injuriant copieusement la mère de Fiona. Ces photos de jeunes adolescentes dénudées soulevaient la controverse. Le photographe britannique David Hamilton, récemment accusé de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs femmes, a été retrouvé mort vendredi soir à son domicile parisien. Les médicaments découverts à proximité du corps. Le récit de Gaël Mapsi. Le photographe britannique David Hamilton a été retrouvé mort. Les pompiers ont été appelés peu après 19h30 GMT pour une intervention à son domicile dans le sud de Paris et ont trouvé une personne en arrêt cardio-respiratoire, a indiqué à l'AFP une source des services de secours. Son décès a été constaté vers 20h30 et des médicaments ont été découverts à proximité du corps, a précisé une source proche du dossier. Âgé de 83 ans, installé à Paris à 20 ans, s'inspirant de la peinture impressionniste,
David Hamilton s'est rendu célèbre dans les années 1970 pour ses photos floues qui ont suscité de l'admiration. Certains créant même l'expression du flou hamiltonien, mais aussi des jeunes filles dénudées, source de controverses. Ces albums photographiques se sont vendus à près de 2 millions d'exemplaires. Le nom de David Hamilton a ressurgi ces dernières semaines après plusieurs mises en cause de plusieurs femmes, dont une animatrice de radio et télévision française, Flavie Flament, pour des viols dans leur jeunesse, notamment après des séances photos. En Argentine, on parle des dizaines de milliers de femmes argentines qui ont manifesté vendredi contre les violences faites aux femmes à l'appel d'un collectif qui a lancé un appel à une grève mondiale des femmes le 8 mars. Le récit est de Jamila Mbengman. À l'occasion de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, des mobilisations étaient également prévues dans d'autres pays d'Amérique latine, en Colombie, au Chili, au Guatemala et en Uruguay. À Buenos Aires, elles étaient des dizaines de milliers à défiler entre le Parlement et la place de Mai, devant le palais présidentiel, à l'appel du collectif « Ni una menos, pas une de moins ». Nous sommes venus exiger du gouvernement et des gouvernements du monde qu'ils travaillent en faveur de l'égalité pour toutes les femmes et personnes féminines, pour la communauté trans, lesbienne et que nous puissions toutes nous rassembler, fêter notre existence parce que nous voulons vivre. Depuis le début de l'année, 200 femmes ont été tuées par leur époux, ex-mari, compagnon en Argentine, un pays qui se situe pourtant parmi les plus avancés d'Amérique latine. Un sondage a révélé vendredi que 97% des femmes argentines ont été victimes de harcèlement, que 79% ont subi des attouchements, notamment dans les transports publics, et que 69% ont été en situation de crainte d'être violées. À Cuba, le père de la révolution cubaine Fidel Castro, qui a tenu son île d'une main de fer et défié la superpuissance américaine pendant plus d'un demi-siècle avant de céder le pouvoir à son frère Raoul en 2006, est mort vendredi soir à l'âge de 90 ans. Les restes de l'ex-président devraient être incinérés tôt ce samedi, conformément à la volonté de Fidel Castro. Marina Mendeman. Fidel Castro, père de la révolution cubaine, est mort ce vendredi 25 novembre 2016 à La Havane à l'âge de 90 ans. Malade depuis juillet 2006, El Comandante avait maintes fois déclaré qu'il était arrivé aux portes de la mort, mais qu'il en revenait. Ce samedi, à 3h29 GMT, Raúl Castro, frère de Fidel et président par intérim de Cuba depuis le 31 juillet 2006, a annoncé dans une déclaration sur l'antenne de la télévision nationale cubaine le décès du commandant en chef de la révolution cubaine, mais celui-ci n'a pas révélé les causes de son décès. Il a par contre précisé que sa dépouille serait incinérée dès les premières heures ce samedi, conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel. On rappelle, le leader Máximo avait cédé le pouvoir à son frère Raúl Castro le 31 juillet 2006 après une hémorragie intestinale. En avril 2011, il avait abandonné ses dernières responsabilités officielles en cédant son poste de premier secrétaire du Parti communiste de Cuba à Raoul, son frère et numéro 2 de Cuba. Mais entre février 2014 et avril 2015, il disparut des écrans cubains et sa santé alimentait de nombreuses rumeurs. Connu pour ses coups d'éclat et ses discours interminables, mais aussi pour son uniforme vert olive, ses cigares et sa barbe légendaire, Fidel Castro était un symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Aujourd'hui, son décès, qui survient 2 ans après l'annonce historique du rapprochement entre Cuba et les États-Unis, vient effectivement tourner la page de la guerre froide. Et à présent, retour au Gabon pour parler de la 4e édition du marathon éponyme. De nombreuses femmes ont fait entendre leur voix par une participation des plus importantes pour bouter les cancers du sein et du col de l'utérus hors des frontières du pays, du continent et du monde afin que ces maladies graves n'affectent plus aucune femme. Le reportage de Kenny Ongouri sur des images de Joël Tatou. C'est parce que le sport c'est la santé, plusieurs femmes de façon solidaire à la lutte contre les cancers féminins ont pris part à la 4e édition du marathon du Gabon. Premièrement pour lutter contre le cancer, cette maladie qui terrasse beaucoup de femmes.
parce qu'il faut vraiment lutter pour prouver notre détermination à vaincre cette maladie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour la forme. La cause pour laquelle nous courons est très noble vu que c'est de lutter contre le cancer du sein, je crois. Il faut lutter et combattre, sinon battre ces maladies qui attaquent principalement la femme. Le soutien de la jeune féminine est indéfectible. Ce qui m'a motivé à courir, c'est d'abord l'objectif pour lequel on court. C'est juste pour adhérer au programme de notre première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Et aussi soutenir les personnes atteintes du cancer parce que ça peut arriver à n'importe qui. Le taux des femmes atteintes du cancer augmente chaque année. Donc on court aussi en hommage de celles-là qui sont déjà atteintes. Et c'est aussi une motivation en fait pour montrer à ces femmes-là qu'on est avec elles. Participer et combattre la maladie, les femmes ont démontré leur envie par cette participation massive d'accompagner la première dame dans son combat contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Et pour la boucle de cette grande édition, restons toujours dans le cadre de la 4e édition du Marathon du Gabon, où de plus en plus il devient incontournable dans le calendrier des grandes courses sur le continent, qui a démarré ce samedi, comme vous l'avez vu à l'instant, dans les rues de Libreville, en présence, comme chaque année, de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui est la marraine de la course, la gabonaise. Cette première journée aura vu les participants femmes et juniors partir de la tribune présidentielle le long du littoral, faire un demi-tour avant de revenir à la tribune présidentielle. Tout ça en présence de nos envoyés spéciaux Freddy Koula et Jospin Bombadianga. Journée spéciale que ce 26 novembre 2016 parce qu'il y a bien sûr le départ de la Gabonaise pour ce qui est de la 4e édition du Marathon du Gabon 2016. Un Marathon du Gabon placé sous le sceau exceptionnel de la popularité bien entendu parce qu'il y a cette année un chiffre record de 13 000 personnes qui a été franchi. Pour Gabon 24 bien entendu on va essayer de suivre cette course pendant toute la journée. Non seulement pour le départ de la Gabonaise qui va se faire à 9 h mais aussi et surtout pour le départ des courses juniors à 11 h 45 notamment. On vivra tout ça ensemble. Il y a la présence de la première dame bien entendu, vous le savez. La Gabonaise est parrainée par la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Et bien sûr, on sera à l'arrivée aussi pour vivre tout ça avec Gabon 24 dans les coulisses, bien entendu, avec toutes nos équipes. 56 ensemble, 57, 58, 59, 9 heures, et voici le départ. La course de la Gabonaise pour son départ exceptionnel dans les rues de Libreville. Merci à vous, chers mamans. Merci pour votre mobilisation. Bon, c'est toutes ces femmes engagées pour une cause, c'est agir contre le cancer. Aujourd'hui, on sait que chaque famille est touchée par le cancer. C'est une maladie qui va augmenter malheureusement. On vit dans un système où on va vieillir plus longtemps, donc les maladies vont se déclarer. Et vous savez que la maison d'Alice, où on reçoit les personnes en difficulté, on les nourrit, on les loge, elles vont pouvoir se faire coiffer, faire du sport. Et le cancer doit être une cause nationale au Gabon. Et je me bats pour cela et je suis tellement émue que les femmes m'accompagnent dans cette cause qui est noble. Je répète, c'est d'abord une cause très noble. Et je suis très très touchée. Je me suis entraînée, on a seulement eu 1 mois. Et j'ai travaillé avec une femme militaire, dédicace à elle, Martine et Ange Matamba et Monsieur Mungengi, tout ce monde, ils m'ont vraiment aidée. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont aidé à travailler le départ pour battre cette fille. Le Marathon du Gabon est une manifestation importante pour le ministère des Sports parce que c'est une manifestation qu'on peut dire manifestation de l'égalité des chances. On se retrouve tous au départ, quel que soit le niveau, quelle que soit l'origine, c'est ça l'égalité des chances. Et c'est une manifestation de la famille parce que ce sont les mamans et leurs enfants qui se retrouvent toute une journée ensemble. Et ce sont des moments importants pour la famille. Donc, nous, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous soutenons grandement cette manifestation sportive. Première belle journée avec ce Marathon du Gabon pour la 4e édition. On a vécu de belles courses, notamment la Gabonaise, la course des gamins qui ont entre 9 ans et 12 ans. Puis, la dernière course, c'était celle des gamins qui ont entre 13 ans et 16 ans. C'était Rocombelex. Vous avez vu qu'il y a eu de beaux podiums, mais surtout une belle ambiance avec de beaux gamins qui sont charmants et qui sont magnifiques. Alors les amis, les enfants, on se retrouve l'année prochaine. Pourquoi ?
Voilà, ce journal s'achève, mais avant le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Au Gabon, il s'est agi du coup d'envoi ce samedi sur le long du littoral à Libreville de la 4e édition du marathon du Gabon en présence de Sylvia Bongo Ondimba, première dame, mais également marraine de la course gabonaise. Nous étions aussi à Madagascar où s'est ouvert le 16e sommet de la francophonie. Le président Ali Bongo y est déjà sur place. Les développements, vous les aviez eus dans cette grande édition. Et à Cuba, mort du père de la révolution cubaine, Fidel Castro, ce vendredi soir à l'âge de 90 ans. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information sur Gabon 24. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours sur notre chaîne, l'information continue. À plus tard.